Mon père était vietnamien, mais ma mère, elle, était française et elle était malouine, c'est-à-dire habitante de Saint-Malo, née à Saint-Malo et a vécu toute sa jeunesse ici. Donc ici, je vis maintenant dans une maison construite par mes grands-parents maternels en 1934. J'ai eu la chance de pouvoir la racheter et je m'y suis installé il y a 5 ans. J'avais envie de sortir de l'autofiction et de tenter la fiction. Et puis, pour poursuivre la narration de l'histoire des conflits du Vietnam, de la route vers l'indépendance, il était utile de revenir un peu en arrière, puisque mes 2 premiers romans autobiographiques portent sur la guerre du Vietnam, la guerre dite guerre américaine. Mais pour comprendre réellement ce conflit, il n'est pas inutile de remonter en arrière et de raconter comment a pris fin la présence française en Indochine. Et puisque c'est dans cette période-là qu'on trouve les racines du 2e conflit, notamment la fin de la guerre d'Indochine est marquée par une partition du pays, au nord les communistes et au sud ceux qu'on appelait les nationalistes, ceux qui n'avaient pas envie de vivre dans un régime communiste. C'est un jeune homme de la bourgeoisie de Hanoï, c'est un Vietnamien qui aurait bien aimé ne pas se retrouver sous les drapeaux. Lui rêve de partir en France, visiter le Louvre et entendre Juliette Gréco dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Il n'a aucune envie de faire la guerre, mais par un concours de circonstances, il va se retrouver, contre son gré, enrôlé dans l'armée populaire, c'est-à-dire dans le camp de l'oncle Ho, dans le camp communiste. Et comme on a détecté ses talents artistiques, après l'entraînement en Chine, il est envoyé dans la haute région, vers l'ouest, pour travailler dans ce qu'on appelait une unité de propagande armée. Parce que l'armée populaire a besoin de nombreux artistes, la plupart des combattants étant illettrés, il faut beaucoup de visuels pour faire passer les messages du parti. Et donc il va s'y atteler, mais lorsqu'il y a des pauses dans le travail, lui, il n'est pas le seul, la plupart des jeunes combattants sont des gens du Delta, et ils découvrent que dans la haute région, c'est une autre ethnie qui occupe la haute région, et chez les peuples, les minorités ethniques de la haute région, il n'est pas rare de voir des femmes prendre leur bain dans les sources et le faire au moins la poitrine nue, ce qui est inconcevable dans le Delta. Donc c'était une des choses qui était attrayante pour tous ces jeunes garçons enrôlés dans l'armée. Et ça n'échappe pas à ces scènes, la beauté de ces scènes n'échappe pas à mon personnage. On a tendance à se dessiner, c'est pas par narcissisme, c'est pratique tout simplement. Et puis non, il s'appuie sur de nombreux artistes peintres vietnamiens qui sont connus, dont les œuvres occupent tout le premier étage du musée des Beaux-Arts à Hanoï, le premier étage portant sur la guerre d'Indochine, que les communistes vietnamiens appellent la première grande résistance patriotique, à la manière soviétique. Mais leurs œuvres sont très belles, il existe des tas de livres qui leur sont consacrés, des documentaires, et c'est en glanant des traits de l'un et de l'autre que j'ai constitué le personnage de Minh. Un des nombreux livres qui m'ont été très utiles, c'est un livre qui vient du Vietnam, racontant le travail des écrivains, des artistes peintres, mais aussi des comédiens, des chanteurs ou des poètes qui étaient dans le maquis et qui contribuaient tous à leur manière à la propagande du parti. Ce livre s'intitule « Culture et résistance ». Donc dans ce livre, on trouve des tas de photos prises dans le maquis. C'est un recueil de photos d'un photographe du maquis. Voilà par exemple des peintres très connus, certains, qui ont pris le maquis pour travailler dans les unités de propagande ou pour former des artistes combattants. Ici, par exemple, on en voit un qui est devenu très célèbre,
qui s'appelait To Ngoc Van. Ça veut dire, To c'est le nom de famille, Ngoc c'est la jade, Van c'est le nuage de jade. To Ngoc Van était un artiste tout à fait lancé quand la guerre d'Indochine a commencé. Il enseignait même à l'école des beaux-arts de l'Indochine et il aurait pu très bien rester tranquillement à Hanoï, mais il a choisi de partir dans le maquis. Hélas pour lui, il a été tué en juin 54, peu de temps avant la fin de la guerre. Il a tellement travaillé que une monographie lui a été consacrée. To Ngoc Van était un peintre déjà lancé, donc, et son sujet c'était les femmes de la bourgeoisie, les belles femmes de la bourgeoisie, souvent entourées de fleurs. Ici, ce sont des croquis, et on voit même ici une sorte d'ébauche de femmes nues datant de 1942. Le nu n'est absolument pas traditionnel dans l'art vietnamien. C'est un apport des Français. C'est au contact des Français que les Vietnamiens se sont mis au nu. Et c'était très souvent considéré comme un peu scandaleux et par les communistes proscrit parce que n'ayant aucun rapport avec l'effort de guerre et aussi considéré comme décadent, art petit bourgeois décadent. Donc pendant son séjour dans le maquis, To Ngoc Van a fait des dizaines de dessins. En voici un où on voit une réunion politique rassemblant des paysans, une sorte de comité populaire montrant des paysans sous le portrait de l'oncle Ho. Sous le portrait de l'oncle Ho, on lit un slogan qui signifie 1000 ans de vie au président Ho. Ces dessins sont de véritables documents et m'ont fourni énormément de détails précieux, aussi bien sur les tenues ou les visages des personnages, mais aussi sur les décors. Un autre livre qui m'a été très utile, c'est un recueil de dessins du grand caricaturiste et dessinateur de presse soviétique, le plus grand, qui s'appelait Boris Efimov. Boris Efimov était le dessinateur de presse préféré de Staline. Il est mort il y a quelques années à l'âge de 108 ans, donc le voilà, Boris Efimov. Il a collaboré à toutes les grandes publications soviétiques et on lui doit énormément de travaux qui ont servi de modèle à la plupart des dessinateurs de presse, non seulement du bloc soviétique, mais à mon avis, en Occident aussi, il a beaucoup influencé. Une des choses pour lesquelles il est célèbre, c'est qu'on lui doit la galerie des ennemis, des personnages ennemis de la Révolution. Ici, par exemple, on voit le courageux le soldat bolchevique, et en face de lui, les ennemis de la Révolution. En haut, c'est les capitalistes et les têtes couronnées. Là, un nazi avec le casque allemand. Ici, CA, je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Ici, la papauté, les prélats de l'église, un fasciste japonais, un képi français, bon, peut-être que c'est le régime de Pétain, par exemple, ou c'est simplement la contre-révolution. Et là, un militaire, ça fait très Europe centrale, cette tenue. Donc c'est tout, ces figures représentent la contre-révolution, les réactionnaires, les ennemis du peuple qu'il faut combattre. Et ça, on va le retrouver dans la propagande vietnamienne, qui va aussi s'inspirer de l'exemple soviétique. Autre livre très précieux, voici un livre rassemblant les œuvres de nombreux artistes combattants du Viet Minh. L'un des plus intéressants, ils le sont tous, mais l'un des plus intéressants était un artiste combattant qui s'appelait Phan Thong. Ici, on voit une séquence à but éducatif, c'est de la propagande destinée à informer et aussi à former les esprits. On voit le déroulement habituel, c'est-à-dire la vie des paysans pauvres, les méchants propriétaires terriens cruels et gras qui exploitent le peuple vêtu misérablement. Là, vous avez un méchant propriétaire qui frappe une femme vêtue de haillons. Les paysans se rassemblent, ils parviennent à renverser les propriétaires avec l'aide de l'armée populaire, jugement des propriétaires, redistribution des terres, et enfin, c'est le paradis sur terre. C'est toujours le même déroulement, oppression,
libération, redistribution et paradis terrestre. Phan Trong n'est qu'un exemple parmi bien d'autres d'artistes mettant leur talent au service du parti et produisant des œuvres destinées à être lues ou en tout cas présentées à des personnes, des analphabètes ou des illettrés. La réalisation même du livre m'a occupé vraiment intensivement pendant 3 ans, mais j'ai commencé bien avant ça à me documenter. Il y a très longtemps que je caresse l'idée de cette bande dessinée. Et la documentation, c'est quelque chose que j'accumule depuis vraiment plusieurs dizaines d'années. Au moins 30 ans, et même avant. Mais c'est il y a 30 ans que j'ai pu faire mes premiers voyages de retour au Vietnam, et ça m'a permis de faire connaissance avec ceux des membres de ma famille vietnamienne qui avaient choisi le camp de la Révolution. Et c'était passionnant de les entendre présenter leur point de vue, et eux m'ont donné accès à d'autres anciens combattants des 2 guerres en général, qui m'ont reçu, soit ils parlaient français parfaitement, soit j'étais accompagné d'une interprète, mais c'était extrêmement intéressant d'entendre leur son de cloche. Et ça m'a permis de donner un visage, c'était mon but, je voulais, sortons des clichés. Il y a trop de clichés sur le Viet Minh dans la littérature française. Certains clichés sont vrais, d'autres sont insuffisants, ne rendent pas compte de l'ensemble de la réalité. Et puis dans les années 60-70, on a eu tendance, surtout à gauche, en Europe, à idéaliser le Viet Minh. Il était paré de toutes les vertus. On avait abandonné tout esprit critique. Et ça tendait vers la géographie. Les portraits d'Ho Chi Minh étaient dithyrambiques, sans parler de ceux de Mao. Toute une partie de la classe intellectuelle européenne prenait Mao pour une sorte de saint, et Ho Chi Minh aussi. Donc c'est pour aller à l'encontre de la caricature à droite et de la géographie, la vie des saints à gauche, que j'ai voulu présenter une version, j'espère, plus équilibrée. Je constate qu'en Europe, qu'en Occident, on a tendance à voir le danger toujours à droite et à l'extrême droite, et c'est légitime, il faut faire attention. Il y a toujours eu un réel danger, mais en Europe de l'Ouest, on n'a connu que ce danger-là jusqu'à maintenant. Alors que les pays d'Europe de l'Est ont connu une autre forme d'oppression, c'était celle de l'occupation soviétique. En Asie, le fascisme a existé, c'était les fascistes japonais, ultramilitaristes et alliés des nazis, mais il y a une autre forme d'oppression qu'on oublie un peu en Occident, c'est ce que j'appellerais le national-communisme d'Asie. Ils ne se contentent pas d'être communistes, Mao et Ho Chi Minh et les autres chefs, Corée du Nord par exemple. Ils sont nationaux communistes, ils sont ultranationalistes. Et cette composante a souvent été volontairement passée sous silence par les communistes d'Asie pour plaire à l'Occident, ou alors ignorée avec une sorte de complaisance par les Occidentaux qui rêvaient de la réussite du communisme en Asie et qui voulaient montrer une image, qui présentaient une image très édulcorée, soit qu'ils aient ignoré la vraie nature du communisme d'Asie, soit qu'ils aient souhaité dissimuler cet aspect des choses. Donc, moi, mon livre s'efforce d'aller à l'encontre de ça. Parce que, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les extrêmes. La difficulté, j'ajouterais, de porter un œil critique sur le communisme, c'est que le communisme avance souvent derrière des idéaux qui sont nobles, auxquels j'adhère: la justice, la liberté, l'indépendance, la libération des opprimés. Tout ça fait rêver, beaucoup plus que le programme des nazis. En revanche, pour ce qui est de la lutte des classes, par exemple, là, je suis moins enthousiaste parce qu'on a vu
en Asie que la lutte des classes était prise très au sérieux et que pour eux, ça veut dire l'élimination de tout ce qui n'est pas classe paysanne ou classe ouvrière. L'élimination physique, souvent. Donc ça, franchement, personnellement, je ne peux pas y adhérer. Pensez en plus, sachez en plus que tous les cadres dirigeants de la Révolution, des gens comme au Vietnam, Ho Chi Minh, Pham Van Dong, Van Nguyen Giap, ils étaient tous issus de la classe parfois aisée, mais en tout cas instruite. Et la classe instruite, la classe des lettrés, c'est quelque chose, c'était quelque chose en Asie. Mais tous ces gens-là qui ont servi la Révolution au début ont été, au bout d'un moment, sous l'influence maoïste, mis à l'écart et parfois même persécutés, et c'est allé parfois jusqu'à la mort. Donc personnellement, moi je ne peux pas adhérer à ça. On oublie trop souvent que le pire ennemi de ce genre de régime, ce sont les artistes et les intellectuels. Les intellectuels et les artistes qui sont considérés comme des hérétiques en puissance. Et tous ces régimes se méfient énormément des intellectuels. Jusqu'à cet album, j'avais toujours travaillé sur papier de manière classique. Mais j'ai eu envie de changer. Et j'ai commencé à travailler sur un iPad. Et j'y ai pris goût parce que ça permet des tas de choses qui sont très fastidieuses sur papier. Notamment, on n'a plus besoin de la table lumineuse qui est si nécessaire et utile, mais d'une utilisation extrêmement laborieuse et fastidieuse. Alors, allons-y. Voilà un exemple. Donc mon roman graphique a été entièrement réalisé à l'aide de cette tablette et d'un logiciel qui s'appelle Procreate. En français, on dit Procreate. C'est pas pour apprendre à faire des enfants, c'est pour dessiner. Alors, voilà par exemple une pleine page. Et vous allez voir, on va mettre l'avance rapide. Vous allez voir que au début, je place toute la doc. Et ce qu'on voit défiler très vite, ce sont des œuvres d'artistes peintres du maquis qui m'ont été très utiles. Vous voyez, ça, c'est très beau. Ça montre les femmes dans le maquis cueillant des fruits. Je m'en suis inspiré, mais tout en essayant de ne pas faire de plagiat. C'est-à-dire que j'adapte. Là, par exemple, je les ai rendus plus minces. Il n'y avait pas de... Tout le monde était maigre, tout le monde était des chats maigres dans le maquis. Et il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, pas question de voir des gens replets. En revanche, ces documents sont pleins de renseignements sur les tenues. On voit apparaître un décor. Ça, c'est ce qu'on a vu en vitesse, c'était une maison de la haute région, des maisons sur pilotis, haute région du nord-ouest. Mais c'est un style d'habitat qu'on trouve dans tout l'amphithéâtre de montagnes qui entoure le delta du Nord. Je suis allé là-bas au Vietnam pour voir, jusqu'à Dien Bien Phu, pour voir les lieux et amasser des décors et rencontrer des gens. Donc tout mon travail a été fait comme ça, en puisant énormément de documents partout où je pouvais les trouver. J'ai tenu à ce que chaque détail soit authentique, parce que si un jour je suis lu par des Vietnamiens, je souhaiterais qu'on dise « Oui, tout ça c'est bien vu, les visages ce sont des Vietnamiens, les tenues sont vietnamiennes, il n'y a pas d'anachronisme. » J'ai vraiment tenu à ce que la reconstitution historique soit exacte. Alors c'est un travail très long, très minutieux. Cet outil permet d'utiliser une doc qu'on trouve très facilement sur YouTube, ou sur sur la toile, mais aussi sur les réseaux sociaux. YouTube, j'y ai trouvé des tas de films, soit documentaires, soit des films de voyage, soit des films d'époque, notamment des films chinois ou vietnamiens, où les Chinois et les Vietnamiens racontent leur guerre d'Indochine. Et là aussi, c'est une source énorme de documentation. Alors là, on a le dessin quasiment fini, là, du coup, avec le fond, le décor, la photo, et à partir de là, vous faites mélanger photo, peinture, et vous avez un résultat. C'est ça. Et vous allez travailler les couleurs à la palette graphique aussi. Oui, parce que cet outil permet aussi de mettre ces images en couleur. À la fin de ce travail sur le trait, on passe à la mise en couleur. On peut peut-être faire une avance. Est-ce qu'on peut avancer là, ça? Ah, technologie. Oui.
Voilà. Tout est possible, logiquement. Voilà. Voilà, voilà, le trait est terminé et donc j'applique les couleurs une par une. En général, je commence par les fonds et puis je remonte vers les détails. La toile est camouflée parce que souvent le Viet Minh récupérait des toiles de parachute données aux Français par les Américains. Donc ce sont des toiles de parachute américaines et c'est le camouflage américain, ça. Il y a plein de petits détails comme ça que j'ai eu envie de respecter parce que ça donne une ambiance authentique. Et puis dans les récits des Vietnamiens, ils en parlent de ces choses. Comme c'était de la soie, ils aimaient bien récupérer de la toile pour mettre sur leur casque, mais aussi pour se faire un foulard, par exemple, parce que c'est agréable à porter. Voilà, donc là, l'image est bientôt terminée. Alors, c'est des heures de travail. Oui, quand même, l'air de rien. Là, on a l'accéléré, le rendu, mais vous avez travaillé. On peut voir, par exemple, si on retourne dans on peut regarder, voyons, document, Canvas Information, dimension, statistique. Cette plage m'a pris 14h54. Ah oui. Et ça, c'est une image relativement simple. Il y a des planches de cette bande dessinée qui sont beaucoup plus complexes, divisées en cases, et qui ont pris 10 fois plus de temps. Alors, prenons-en une qui est en bicro. Alors, j'ai fait j'ai fait les pleines pages et les doubles en couleur, mais les autres sont en bicro. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles sont très lisibles comme ça, et puis il y a une question aussi d'économie d'énergie. Mettre 284 pages en couleur, c'est un travail énorme. Déjà que celui-ci a pris du temps. Donc là, vous avez une page... si on regarde les calques, sur les calques apparaissent les textes. C'est un peu fouillis là parce que parfois j'ai enlevé les textes pour travailler, mais normalement tout est bien propre. On voit aussi une annotation parce que je m'étais rendu compte que une erreur s'était glissée dans le texte. J'ai tenu à ce que tous les mots vietnamiens apparaissent avec leur accentuation exacte. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont appréciées par les Vietnamiens. Et puis, comment dire, c'est une sorte de politesse faite aux Vietnamiens. Et puis, ça donne aussi une sorte de certificat, peut-être d'authenticité. Cette scène est marrante, c'est une image amusante. Les services secrets français pratiquaient ce qu'on appelle la guerre psychologique. Ça existait des deux côtés. Et une des actions qui a laissé un document, c'est que le service de la guerre psychologique a eu l'idée d'imprimer des billets, des billets imitant la monnaie du Viet Minh. C'est-à-dire que sur la face A, il y avait le portrait de l'oncle Ho avec la dénomination du billet, par exemple 50 dong. Et de l'autre côté, on voyait un paysan accroupi en train de déféquer, et le texte c'était voilà ce que vous pouvez faire de la monnaie de l'oncle Ho. C'était un peu lourdingue, mais j'ai trouvé ça assez rigolo quand même d'en parler. Je sais pas pourquoi sur cette... Si, voilà le billet. Ah oui, il y a même trouvé le billet avec... Ah oui, oui, c'est parce que... Regardez cette image-là qui est effectivement assez étonnante. Ouais. Ok. Voilà que ça veut dire, voilà l'utilisation que vous pouvez faire du billet. Oui. Et de l'autre côté, hop. Alors quand les combattants Viet Minh ou les paysans voyaient ça, au début, ils se disaient chouette, un billet de 50 dong. Donc ils le ramassaient. Et en le retournant, c'est là qu'ils découvraient ça. Je me suis trompé, il n'y avait pas l'effigie de Oncle Ho, mais c'est un vrai billet de la République démocratique, parce que dès 1945, Ho Chi Minh avait déclaré la République démocratique du Vietnam. Et on voit les travaux des champs là sur ce billet. Ouais, bel exemple de guerre psychologique appliquée. Ça, c'est un des sujets qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre. C'était montrer la propagande, comment la propagande communiste était faite, et là montrer aussi qu'en face il y avait aussi une propagande nationaliste ou française.
Voilà, donc quand on feuillette l'ouvrage, on a effectivement quelque chose qui est très documenté, une carte qui est introduite avec tous les éléments. Et alors, un proverbe chinois que j'aimerais bien que vous commentiez, je vais le relire, c'est celui qui tient solidement un vase peut y verser ce qu'il veut. Alors, pourquoi avoir ouvert votre livre avec ce proverbe? C'est un proverbe chinois ancien. Il y en a eu une version plus récente venant de Mao. Mao disait, il faut que, je simplifie, il disait, il faut que l'âme du peuple soit comme une page blanche sur laquelle je pourrais écrire ma politique ou ma pensée. Donc, visiblement, cette tournure, cette idée n'est pas née avec Mao, mais ça colle bien avec les régimes totalitaires, où lorsqu'on contrôle l'information, d'ailleurs, on ne peut même pas parler d'information. Dans les régimes totalitaires, les nouvelles ne sont pas là pour informer, elles sont là pour former les esprits. Il ne s'agit pas du tout d'informer les gens, on peut leur raconter tout ce qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut dire, que lorsqu'on tient solidement un vase, c'est-à-dire la population, on peut déverser dans sa tête tout ce qu'on veut. C'est le principe appliqué par les régimes totalitaires. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de ce sujet, mais en tout cas, en ce moment, je reviens au travail sur papier. Parce que comme ce livre a été entièrement réalisé en numérique, il n'y a pas d'originaux. Donc pour pallier ce manque, je fais en ce moment, en vue d'une expo d'ailleurs, à la librairie La Parenthèse à Nancy, qui va exposer ses dessins, où je ferai aussi des dédicaces. C'est une librairie BD, très belle librairie BD. Donc je fais des scènes qu'on aurait pu voir dans la BD. Ici, par exemple, c'est une rue que j'adore à Hanoï, qui s'appelle la rue des Ferblantiers. Comme son nom l'indique, on y trouve des artisans qui fabriquent des objets en métal, en fer blanc. Et voilà une scène de rue qui déroulait après le départ des Français, peut-être en 1955 ou 56. On voit l'effigie de Ho Chi Minh, le drapeau de la RDVN. Et puis là, on voit une femme en uniforme. Ce genre de scène, pour ce genre de scène, j'utilise aussi de la documentation que j'ai trouvée pour la BD, où on voit parfois des décors magnifiques qui peuvent être repris. De la même manière, ici, j'ai fait une scène, une sorte de double page, une image panoramique montrant cette fameuse rue de la Soie. C'est l'une des rues principales du vieux quartier de Hanoï. Et c'était une rue où il y a toujours beaucoup de marchands de textiles. Et là, c'est la période avant le départ des Français, puisqu'on voit par exemple à droite un légionnaire avec son képi blanc. Et puis peut-être une traction avant, Citroën, et aussi un cyclo portant le béret. Le béret, encore aujourd'hui, chez les gens de la vieille génération, était très recherché parce que au nord, l'hiver, il peut faire très froid et surtout très humide. Donc on aime bien porter le béret. Les vieux de Hanoï aiment ça.